Bonsoir à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro du 7-8 l'hebdo. Comme chaque vendredi, nous faisons un point sur l'actualité de la semaine dans le département. Au sommaire de cette édition, la France en 8e de finale. Les Bleus ont décroché leur qualification face au Pérou. Un match suivi dans les entreprises de Saint-Quentin en Yvelines. Elles se sont organisées pour permettre aux employés de vibrer derrière les Bleus. Reportage à suivre. Dans cet hebdo, nous recevons Zachary Hardy, il est vice-président du MEDEF des Yvelines, présidence de l'organisation patronale Loi Pacte Reprise économique Vue des Yvelines. Nous en parlerons avec lui. Enfin, dans le reste de l'actualité, nous reviendrons sur la fusion des communes de Recancourt et du Chesnay, puis sur le conseil municipal mouvementé de Coignères. À quelques jours des soldes d'été, les commerçants du Sud-Canal ont animé le centre commercial de Montigny-le-Bretonneux. Outre les dégustations et démonstrations de produits, les visiteurs ont eu droit à la visite d'acrobates. Quant aux enfants, ils ont pu s'amuser sur une structure gonflable, un événement destiné à faire connaître davantage les commerces aux habitants. Propos recueillis par Grégory Canalé et Toki Nirilanto. On l'avait déjà faite sur le mois d'octobre, donc en plus petite échelle. Et puis on avait vu que ça avait très bien marché. Les clients étaient vraiment au rendez-vous. Et on a décidé sur le mois de juin d'en faire une plus grosse, donc avec vraiment de l'animation, du spectacle. On a fait faire des flyers, on a vraiment mis au courant notre clientèle. C'est pas spécialement pour vendre, c'est vraiment pour se faire connaître. Comme Jouet Club qui est complètement de l'autre côté, ça leur permet de venir à nous et de faire découvrir aux gens qui sont pas spécialement au courant qu'il y a un Jouet Club, parce qu'en passant, on le voit pas. Et là, ils vont le découvrir. Voilà, donc c'est pour vraiment les autres commerçants aussi qui ne sont pas spécialement sur la place. Et si le beau temps était au rendez-vous durant ces animations, il sera aussi présent durant tout le week-end. Pour la journée de samedi, Météo France prévoit du soleil pour l'ensemble des communes de Saint-Quentin en Yvelines. Les températures dépasseront les 20 degrés. Il fera par exemple 21 degrés à Voisins et Montigny-le-Bretonneux, 22 à Elancourt, Morpas et Guyancourt. Même prévision pour dimanche. Un avant-goût des conditions météo de la semaine prochaine. Les maximales attendront les 25 degrés avec un ensoleillement qui pourrait durer toute la semaine. La température a grimpé dans les cœurs des Français. Jeudi soir, l'équipe de France a décroché son ticket pour les 8e de finale face au Pérou. Score final 1-0. Mais ce n'est pas toujours évident de suivre l'aventure des Bleus au travail. Certaines entreprises comme Sodexo à Guyancourt se sont organisées pour que leurs salariés puissent suivre l'événement. Aurélie Ronce s'est glissée parmi eux. Assister à la victoire de l'équipe de France face au Pérou alors que l'on est censé se trouver derrière son bureau. Une réalité chez le groupe Sodexo. Basé à Guyancourt, l'opérateur de restauration et de services accueille 900 salariés. Ce mondial 2018 est un moyen de rassembler encore plus son personnel. L'organisation en tout cas des matchs, en tout cas de la diffusion des matchs pour la Coupe du Monde, ça rentre pleinement dans le cadre de ce qu'on a envie d'offrir à nos collaborateurs sur site pour leur qualité de vie. En plus de la retransmission des matchs des Bleus sur écran géant, la salle de restauration a été décorée aux couleurs du drapeau tricolore. Une urne a été mise à disposition pour que chacun puisse parier avant le lancement du match. Un moment que n'auraient pas manqué Martine, Laetitia et Sylvie. C'est super, puis ça permet de se retrouver sur un moment convivial, donc c'est voilà. Je trouve ça génial. Ça nous permet, avec les collègues, de nous voir un peu dans un autre cadre. Donc c'est toujours agréable. Et puis c'est la Coupe du Monde, donc on soutient la France de 200%. C'est tout ce qu'il faut. On a une plage de travail assez flexible. Donc c'est vrai que vu l'heure, c'était quand même facile à s'organiser. Selon une étude menée par le site internet Bureaux locaux, en France, 36% des entreprises ont décidé de diffuser certains matchs dans les espaces communs. 19% des entreprises autorisent leurs salariés à regarder les matchs discrètement. A l'inverse, un quart des entreprises ont décidé d'interdire à leurs salariés de regarder les matchs au bureau. De toute façon, tout le monde a envie de regarder le match, ça arrive une fois tous les 4 ans, et c'est plutôt un événement qui est très fédérateur, qui est convivial, donc on s'est dit autant l'organiser de manière officielle pour tout le monde et pour que les gens puissent le voir en toute tranquillité. Les salariés de Sodexo vont encore avoir de nouvelles occasions de partager ces moments de convivialité puisque les hommes de Didier Deschamps sont qualifiés pour les 8e de finale. Sur notre plateau, Zachary Hardy nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef d'entreprise, alors est-ce que vous autorisez vos salariés à suivre les rencontres de cette Coupe du Monde ? Écoutez,
quand l'équipe de France joue, tout le monde est intéressé et tout le monde est passionné. Donc même nous, chefs d'entreprise, on souhaite regarder le match. Donc on le regarde avec nos collaborateurs quand c'est possible, bien sûr. Les postes, par exemple, d'administratif, c'est possible. Un poste de production, ça n'est pas possible. Donc voilà. Donc à chaque fois quand c'est possible, on le fait et on le permet. Alors, à côté de votre activité d'entrepreneur, vous êtes aussi vice-président du MEDEF des Yvelines. Vous avez tenu hier soir l'Assemblée générale à Chatou, l'occasion de faire le bilan de l'année 2017. Qu'est-ce qui s'est passé au MEDEF Yvelines durant cette année 2017 ? Quels sont les temps forts ? Écoutez, il s'est passé beaucoup de choses. Le MEDEF, bien sûr, le MEDEF Yvelines a grandi parce qu'il a agrandi son nombre d'adhérents, donc qui sont des entreprises et des entrepreneurs. Mais surtout, l'année 2017 s'est caractérisée par la désignation des conseils de prud'hommes. En janvier donc 2018, il y a eu la nomination des 73 conseillers prud'hommes désignés par le MEDEF et pour effectivement servir dans les conseils prud'hommes Mantes-la-Jolie, Poissy, Saint-Germain-en-Laye, Versailles et Rambouillet. Pouvez-vous rappeler leur rôle peut-être ? Leur rôle, c'est juger les affaires, les plaintes, le contentieux entre les salariés et les employeurs. Et donc, c'est un moment où nous essayons d'être justes, de ne pas défendre l'indéfendable, mais de défendre effectivement la justice quand il s'agit de contentieux sociaux. Alors, au niveau national, le MEDEF va aussi tenir son assemblée générale. Ce sera le 3 juillet prochain. C'est à ce moment-là que vous allez élire un nouveau président qui va succéder à Pierre Gattaz. 2 candidats sont en lice, Geoffroy Roux de Béziers, fondateur du groupe Notus Technologies, c'est une société engagée dans le digital, et Alexandre Sobo, directeur général d'Holod Group, spécialisé dans la construction de matériel d'élévation. Votre sentiment sur cette élection ? Écoutez, d'abord je salue la décision de Pierre Gattaz qui a décidé de faire un mandat et de ne pas multiplier les mandats parce qu'il faut se renouveler. Il est vrai que cette occasion pour le MEDEF Yvelines est une échéance très importante. Alors, bien sûr, lors du dernier conseil d'administration et lors de l'Assemblée générale d'hier, nous avons choisi notre candidat, le candidat pour qui nous allons voter et que nous allons soutenir. Et je pense sincèrement aujourd'hui, je ne trahirai pas un secret en vous disant que nous allons soutenir Geoffroy Roux de Bézieux dans sa démarche pour être président du MEDEF national. Pourquoi ce choix ? Écoutez, le MEDEF Yvelines souhaite l'ancrage du MEDEF national dans les territoires. Pourquoi ? Parce que l'action du MEDEF auprès des entrepreneurs se fait dans les territoires. Nous avons analysé les idées, la composition des équipes, j'allais dire des différentes écuries en lice, et nous avons constaté nous avons jugé que Geoffroy Roux de Bézieux, d'abord sa démarche, ses idées, et puis surtout les membres de son équipe, c'est des gens qui sont issus des MEDEF territoriaux. Quel est le rôle du président du MEDEF ? On le voit souvent aux côtés du gouvernement, négocier avec les autres partenaires sociaux, que ce soit l'assurance chômage. Quel est son rôle en fait ? Écoutez, le président du MEDEF devrait être le porte-parole des entrepreneurs et des entreprises dans notre pays. Il doit porter aux connaissances du gouvernement les difficultés que nous rencontrons. Il doit également être force de proposition, parce que nous avons beaucoup de choses à proposer au gouvernement. Et justement, le gouvernement a présenté le projet de loi Pacte, c'est-à-dire le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. C'était ce lundi 18 juin. Il prévoit notamment de simplifier certains seuils, de permettre la création d'entreprises à travers une plateforme en ligne ou encore de faciliter les accords d'intéressement en faveur des salariés. Ces mesures, est-ce qu'elles vont dans le bon sens ? Écoutez, pour nous, toutes les mesures qui visent à faciliter la vie des chefs d'entreprise sont de bonnes mesures. Toutes les décisions, toutes les mesures qui visent à améliorer la compétitivité des entreprises, nous applaudissons et effectivement, nous les soutenons. Les mesures Pacte, la réforme Pacte, si vous voulez, c'est une réforme très complexe qui compte et qui comporte beaucoup d'éléments. Bon, nous n'avons pas le temps d'en parler et de les détailler, mais les mesures phares sont effectivement
les seuils sociaux, de 10 à 250 salariés, donc en passant par le seuil 10, 20, 50. Vous avez également le financement des entreprises, réorienter l'épargne des Français vers les entreprises. Vous avez également l'objet social des entreprises, mais sur cet aspect des choses, l'objet social des entreprises, nous avons quelques réserves parce que rendre l'entreprise responsable de l'intérêt social et environnemental peut ouvrir un champ, je dirais, que nous ne maîtrisons pas, de contentieux avec les syndicats, etc. C'est important quand même, le social. Vous êtes souvent critiqué par les autres syndicats, je pense à la CGT, de prendre en compte l'intérêt social. C'est important quand même. Évidemment, l'intérêt social dans les entreprises, c'est l'intérêt de nos salariés. Parce que sans nos salariés, nous ne pouvons pas faire progresser l'entreprise, nous ne pouvons pas créer de richesse et de croissance. Donc, l'intérêt que nous portons à nos salariés, au contraire, il est très important. Ce que nous voulons dire tout simplement, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne un handicap pour l'entreprise, que ça ne devienne pas un handicap qui va venir freiner la croissance et la création de valeur. Vous avez été sollicité par les députés des Yvelines pour co-construire en quelque sorte ce texte. Est-ce que vous retrouvez certaines propositions que vous avez pu émettre durant ces rencontres avec les députés ? Absolument. Vous savez, nous rencontrons assez régulièrement les députés et les élus de nos circonscriptions. Nous avons évoqué à plusieurs reprises ces fameux seuils, qui sont un véritable frein à l'emploi et à l'embauche. Par exemple, le seuil des 50 salariés, tout de suite, vous êtes impacté par différentes mesures, que ce soit un comité d'entreprise, que ce soit des dépenses liées à la formation, etc., etc. Et puis surtout, ces seuils, parfois, quand l'entreprise est à 48, 49 salariés, et pour répondre à une commande, on est obligé d'embaucher 10, 15 salariés temporairement pour répondre à cette commande, et derrière, le seuil redescend en dessous de 50. Donc, dire que toutes les obligations liées au seuil ne s'appliquent qu'après 5 années consécutives de dépassement, je trouve que c'est une bonne mesure parce que ça permet aux entreprises de respirer, d'agir, de répondre aux besoins de leurs clients sans être obligées, si vous voulez, de immédiatement être soumises à ces obligations qui sont un peu pénalisantes parfois pour les PME. L'objectif affiché par le ministre de l'économie Bruno Le Maire, c'est de relancer, je cite, relancer notre croissance et notre économie. Vous y croyez ? Écoutez, j'espère que c'est l'objectif qu'il poursuit. En tout cas, nous, dans nos échanges avec le gouvernement, les idées sont claires, la transparence, elle est là, et notre, je dirais, objectif à tous, c'est effectivement de déverrouiller un petit peu le système économique pour qu'on puisse aller chercher cette croissance qui nous manque tant. Je vous pose cette question parce que l'INSEE, cette semaine, a publié des prévisions de croissance à 1,7% pour l'année 2018. Elle atteignait 2,3% en 2017. Il y a quand même un ralentissement de l'activité. Oui, comment vous l'expliquez ? Écoutez, la croissance a été effectivement impactée par 2 facteurs. Le premier facteur, c'est l'investissement des entreprises qui a stagné. Et puis le deuxième facteur, c'est l'affaissement, je dirais, de la consommation des ménages. L'affaissement de la consommation des ménages a été un peu impacté par quelques mesures fiscales, notamment l'augmentation de la CSG, et puis également l'augmentation des prix du carburant. Ce sont 2 éléments qui ont impacté un peu le pouvoir d'achat des Français. L'investissement des entreprises a stagné parce qu'il y a quelques incertitudes qui planent, si vous voulez, un peu sur le monde de l'économie d'une manière générale. C'est effectivement l'augmentation du populisme en Europe, notamment en Italie, et qui viennent remettre en cause certains équilibres financiers, notamment au niveau de l'Europe. Et puis aussi quelques tiraillements, je dirais, au niveau international. La décision des États-Unis de pénaliser les entreprises qui vont commercer, notamment avec l'Iran, rend, je dirais, la visibilité de l'avenir un peu incertaine et ça engendre quelques craintes. Ça sera la dernière question. Certaines entreprises le ressentent dans les Yvelines, tous les phénomènes que vous venez d'évoquer ? Oui, évidemment. Vous savez, dans les Yvelines, nous avons la belle entreprise Airbus Industries. Et vous savez qu'Airbus Industries perd, je dirais, la fameuse commande que l'Iran lui a passée. Donc, si vous voulez, lorsqu'on discute avec les responsables du site des Yvelines, ils sentent un petit peu, je dirais,
pas inquiets, mais ils sont déçus, désolés et puis déstabilisés dans leur démarche, puisque c'est un très gros contrat qui se voit disparaître parce qu'un pays a décidé d'imposer sa vision au reste du monde. Voilà, donc, et aussi, si vous voulez, nous connaissons quelques petites PME, notamment une PME yvelinoise qui exporte de la confiture de grande qualité aux États-Unis, s'aperçoit que parfois un petit peu aux États-Unis, on est en train de réagir en disant voilà, les Européens viennent prendre notre argent, etc., etc. Donc il y a quelques difficultés, quelques frottements qui se créent par-ci, par-là pour nos entreprises qui exportent. Zachary Hardy, merci d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes président du MEDEF des Yvelines, vice-président, pardon, du MEDEF des Yvelines. Tout à fait. Bon week-end à vous. Merci. Merci de m'avoir invité. Et on passe maintenant au résumé de l'actualité de la semaine. La fin du service Autolib en Ile-de-France. Le comité du syndicat Autolib Métropole a voté ce jeudi 21 juin la résiliation du contrat avec le groupe Bolloré, l'entreprise en charge du service d'autopartage de voitures électriques. Une décision votée par la centaine d'élus des 98 communes adhérentes à ce dispositif. En cause, le groupe Bolloré exigeait des collectivités le remboursement du déficit d'Autolib, une somme dépassant les 230 millions d'euros. Écoutez à ce propos le maire du Chesnay, Philippe Briot. Il a participé ce jeudi au comité. La veille, il intervenait chez nos confrères de France Bleu. Depuis plus d'un an, je vais à tous les comités parce que j'avais déjà dénoncé le risque, effectivement, de dérive. Rien n'a été fait. Et je pense que c'est vrai que ce syndicat, qui a dû héberger aussi en catastrophe il y a un an Vélib, a mobilisé un personnel que je souligne exceptionnel. Et voilà, tout cela, en fait, n'est absolument pas géré. Et nous avons une décision brutale, comme malheureusement beaucoup de ces décisions par rapport à des souhaits de Paris. Tout est brutal. Or, en fait, ce sont des choses que l'on accompagne. Alors, c'est pas uniquement la ville du Chesnay, soyons clairs. Je suis une des 98 communes et nous sommes conscients depuis quelques semaines on est pris en otage. Ce projet est en préparation depuis plusieurs semaines. La fusion entre Le Chesnay et Rocancourt a franchi une nouvelle étape ce lundi 18 juin lors du conseil municipal. Les élus des deux communes ont voté la première étape de la création d'une commune nouvelle, notamment le nom de la ville qui sera Le Chesnay-Rocancourt, un reportage de Michael Elmidoro. Le Chesnay et Rocancourt vont bientôt former une seule et même commune. Les deux conseils municipaux ont voté ce lundi 18 juin le principe de faisabilité d'une fusion. Cette nouvelle ville regroupera sous le nom Le Chesnay-Rocancourt 32 000 habitants début janvier 2019, avec un seul maire à sa tête. Nous avons travaillé depuis le mois de septembre régulièrement pour apprécier le bien fondé de cette nouvelle commune. Et quand nous avons fait nos deux colonnes, le pour et le contre, nous avons vu qu'au mois de mars, le colonne pour était quasiment rempli. Dans la colonne des pour, selon les élus, cette mesure permettrait à Rocancourt de bénéficier des structures et des services de la ville du Chesnay. Dans le sens inverse, les Chesnaisiens pourraient, eux, réaliser des économies en réduisant notamment les indemnités sur le manque de logements sociaux. C'est l'optimisation des dépenses qui est importante, même s'il y a effectivement une dotation globale de fonctionnement qui est bonifiée, et même si effectivement, sur l'arrêté de carence, il y aura plutôt des bons résultats et nous aurons aussi également de bonnes actions d'urbanisme dans ce sens. Au Chesnay, la fusion a recueilli 31 voix pour et 2 contre. L'opposition a critiqué le manque de communication au conseil municipal et aurait préféré une autre orientation stratégique pour la ville. Nous considérons que cette fusion arrive bien tardivement parce que la ville de Rocancourt est beaucoup trop petite désormais pour fusionner avec le Chesnay. Dans les circonstances actuelles, il faut fusionner plutôt avec une grande ville, en l'occurrence Versailles, pour arriver à une taille critique, puissante, pour peser dans le Grand Paris. Prochaine étape, la présentation globale du projet le 8 octobre prochain. Le futur nom des habitants n'est lui pas encore connu. Il pourrait être soumis à une consultation sur Internet. Autre fusion dans les cartons, mais finalement abandonnée. Le projet concernant Morpa et Coignères, présenté le 9 avril dernier. Depuis cette annonce, Jean-Pierre Sevestre, maire sans étiquette de Coignères, s'était mis en retrait de la vie publique pour raison de santé. Il a repris ses fonctions en début de semaine et nous a donné sa première réaction suite à l'abandon du projet de commune nouvelle avec Morpa. C'était ce mercredi dans le journal. C'est vrai, c'est à distance que j'ai vécu cet abandon de projet. C'est un projet qui, dans un premier temps, devait lancer les études de fusion et de création de communes nouvelles avec Morpa. C'était une première étape. Nous avons voulu être transparents, effectivement, et avant de
faire les études, nous avons voulu effectivement, en conseil municipal, débattre des études qui devaient être faites pour trouver les impacts qui pouvaient être pour les Maurepaziens et pour les Coignériens, mais je l'ai vécu d'une façon un peu... Bien sûr, j'ai été déçu de l'abandon de ce projet, mais je considère que si les Coignériens, effectivement, ont donné un avis plutôt négatif, même pour lancer les études, ce que je regrette, je me plie, bien sûr, à l'avis de la population. Et justement, cette fusion avortée a laissé apparaître des tensions au sein de la majorité, des tensions cristallisées ce mardi lors du conseil municipal à Coignères. En raison d'une forte affluence de la population et de la salle trop petite, celui-ci a dû être reporté. Une séance qui avait débuté sur fond de polémique puisque le deuxième adjoint en charge de la culture s'est vu retirer ses délégations, Aurélie Ronze et Grégory Canalet. Début de conseil municipal mouvementé à Coignères. Il y a quelques jours, le maire Jean-Pierre Sevestre a saisi le procureur de la République pour des irrégularités et des manquements réglementaires très graves au sein de son équipe. Depuis 3 ans, je suis attelé à remettre, je dirais, d'aplomb un petit peu juridiquement et réglementairement la maison, car nous avions effectivement une gestion auparavant qui négligeait parfois la réglementation. En ligne de mire, le précédent maire de la ville, Henri Pailleux, et l'instituteur et adjoint en charge de la culture, Ali Bousselam. Une délégation qui vient de lui être retirée par arrêté. Jean-Pierre Sevestre lui reproche notamment d'occuper un logement de 140 mètres carrés sans payer de loyer depuis 6 ans. Une situation que l'adjoint se refuserait à régulariser. Il n'y a aucun instituteur dans votre commune, monsieur le maire, qui paye un loyer pour un logement de fonction d'instituteur. J'estime que c'est injuste de me déshonorer pour quelque chose qui est pas juste, qui n'est pas, en tout cas, qui n'est pas légal, quoi. En homme d'honneur, je proposerai à monsieur Sevestre de retirer cela. S'il le retire, écoutez, je me raviserai, je n'irai pas rester en justice, parce que voilà, c'est ça qui est gênant. Merci. À l'unanimité. Eh bien, je vous remercie tous. Merci. Pour des raisons de sécurité, l'Assemblée vote le report du Conseil à une date ultérieure dans un lieu plus grand. Alors que les principales épreuves du baccalauréat se terminent ce vendredi, retour sur le début de l'examen. Au programme de la philosophie, l'expérience peut-elle être trompeuse ? Peut-on être insensible à l'art ou encore le désir est-il la marque de notre imperfection ? Les questions sur lesquelles les candidats se sont penchés pendant 4 heures. Retour sur cette matinée au lycée Émilie de Breteuil de Montigny-le-Bretonneux avec Nicolas Kirillovitz et Patrick Jacques de Dixmude. Ce sont de vieilles habitudes répétées tous les ans. À seulement 15 minutes du début de l'épreuve de philosophie, il est temps de vérifier et distribuer les copies selon les filières. Vous pouvez y aller, merci. Les surveillants et enseignants sont eux dispatchés dans les classes. De leur côté, les élèves s'installent. À 8 heures précises, les épreuves écrites du baccalauréat 2018 commencent. Le lycée tout entier passe alors en mode examen. Je veux passer de salle en salle pour voir si tout se passe bien, voir les professeurs s'il n'y a pas de problème et essayer de rassurer tout le monde puisque c'est aussi une épreuve même pour les professeurs. Hein, ce sont leurs élèves qui vont passer le baccalauréat, donc voilà, ils sont aussi un peu stressés, je pense. Général ou technologique, plus de 300 candidats ont passé leur première épreuve à Montigny-le-Bretonneux. Après plus de 3 heures de concentration et d'efforts, les premières réactions étaient plutôt contrastées. Franchement, je sais pas, philo. C'est vraiment une matière où on peut dire oui et après au final non, et donc l'inversement. Donc voilà, donc je sais pas. Je me suis débrouillé, je pense assez bien. Je pense que j'ai réussi et on attend de voir la suite. Le deuxième sujet, c'était sur la justice et j'étais pas du tout à l'aise. Moi, je voulais la vérité ou le désir et là, j'ai eu la chance de tomber sur le désir, donc j'étais très contente. C'était pas trop difficile, mais après, je pense pas avoir réussi tant que ça. Réussi ou loupé, les bacheliers n'ont plus le temps de méditer sur la philosophie. Demain matin, place à l'histoire-géographie. Prenons maintenant la direction de La Verrière. Le site de la MGEN est en pleine restructuration. 4 pôles de spécialités médicales sont en train de sortir de terre. Les bâtiments accueilleront notamment des secteurs pour la santé mentale des adultes et des adolescents et un EHPAD. Les patients seront, eux, hébergés dans les bâtiments et non plus dans des pavillons. Un reportage de Michael Elmidoro.
Le chantier de la MGEN de La Verrière avance. Ce jeudi 21 juin, les 4 pôles de spécialités médicales qui comprendront notamment 2 centres de santé mentale et un EHPAD commencent à prendre forme sur le site de 37 hectares après un lancement des travaux à l'été 2016. Toute une première partie de terrassement, un gros volume de terrassement à évacuer. Montage des grues en avril 2017. Et on est en train de terminer la phase gros œuvre des bâtiments. On a déjà démonté 3 des 5 grues. Il nous reste 2 grues en place. Et les corps d'état techniques et architecturaux ont bien démarré. Pour rénover la zone, plusieurs pavillons construits dans les années 60 ont été rasés. Les derniers bâtiments en rez-de-chaussée seront également détruits dans les prochains mois et les patients déplacés dans des structures ultramodernes. Une fois que les bâtiments seront réceptionnés, les patients qui sont dans les divers pavillons existants seront transférés dans les nouveaux bâtiments et nous viendrons détruire et finir les espaces verts. Le but ultime étant que les patients aient un lieu de vie je dirais à caractère non pas hospitalier, mais plutôt à caractère de résidence normale. Au total, l'établissement neuf comprendra 504 lits, 95 de plus qu'avant la reconstruction. Coût total de l'opération, 81 millions d'euros. La livraison définitive est prévue pour l'automne 2019. C'est la fin de ce numéro du 7-8 l'hebdo. Merci de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end.